Bienvenue dans ce dernier module sur l'épidémiologie clinique et de façon plus spécifique l'analyse de la qualité des tests de dépistage, des tests diagnostiques, ceux utilisés dans la pratique clinique quotidienne et donc une réflexion sur la qualité intrinsèque et extrinsèque de ces tests. Alors on est vraiment maintenant dans le champ de l'épidémiologie clinique, c'est-à-dire une science ou l'étude de la prise de décision optimale en médecine clinique en fonction de caractéristiques épidémiologiques du malade, mais aussi de son entourage hors clinique, de la pathologie en cause, des facteurs et des actes auxquels il est exposé dans son environnement clinique et de l'exercice de la médecine en particulier. C'est une définition de 1985 de Jenny Seck, mais qui nous montre bien, je dirais, l'ampleur du champ disciplinaire de l'épidémiologie clinique. Et dans cette épidémiologie clinique, cette discipline va être un appui à la fois au dépistage et au diagnostic des personnes malades. C'est-à-dire que dans une population saine, on va appliquer des tests de dépistage, une mammographie pour dépister un cancer du sein, une recherche de sang occulte dans les selles pour dépister un cancer du gros intestin. Et ce test de dépistage va classer la population en deux catégories, des personnes saines et des personnes suspectes. Les suspects ne sont pas des malades, ce sont des personnes à qui on doit proposer un second test, un test diagnostique qui a ses propres qualités et qui va permettre de classer les suspects en deux catégories, les sains, donc, qui rejoignent la catégorie de la population saine, et les malades. Donc clairement, lorsqu'on veut faire du dépistage ou du diagnostic, on doit juger de la qualité, de la performance des tests que l'on va utiliser, et ces mêmes questions se posent bien sûr pour les tests de diagnostic. Alors, lorsqu'on veut rentrer dans cette épidémiologie clinique, on doit se mettre d'accord sur les concepts. Le dépistage, c'est quoi? C'est bien d'identifier dans une population a priori en bonne santé des sujets présentant soit une maladie inapparente, peu symptomatique, asymptomatique, soit un risque élevé d'une maladie donnée, donc qui sont fortement à risque de développer la maladie, en vue d'examens complémentaires ou de mesures de prévention. On doit faire un diagnostic clinique. Ce diagnostic est réalisé sur des indications, des symptômes, des informations données à l'anamnèse en vue d'un traitement. Et puis enfin, la performance d'un test, c'est quoi? C'est à partir de mesures qui vont mettre en évidence sa capacité à identifier correctement les malades et la capacité d'un test à identifier correctement les non-malades. C'est ça la performance, je dirais, d'un test, c'est sa capacité à bien classer les personnes malades et non-malades. Alors, lorsqu'on veut voir la qualité des tests diagnostiques et de dépistage, on va évaluer au sein d'un échantillon d'individus un test diagnostique qui est soit positif, soit négatif. Et certains individus, en tout cas une proportion petit p, sont atteints d'une maladie et les autres, 1 p, ne sont pas atteints d'une maladie, ce sont bien les non-malades. Et donc on va essayer de répartir les individus en 4 groupes. Les malades qui sont positifs au test ou négatifs au test, les non-malades qui sont positifs au test et qui sont négatifs au test. Vous voyez bien que les bons classements, ce sont bien les malades positifs au test et les non-malades qui sont négatifs au test. Et lorsqu'on met ça dans une table 2x2 pour évaluer les qualités d'un test diagnostique ou de dépistage, donc on a en colonne la maladie, les malades, présents, absents, et en horizontal le résultat du test, le test positif et le test négatif. Donc si le test est positif alors que la maladie est présente, on est bien face à un vrai positif. Si le test est négatif alors que la maladie est absente, on est bien face à un vrai négatif. Mais malheureusement, il y a 2 catégories mal classées, ce sont les faux négatifs et les faux positifs. Si le test est négatif mais la maladie est présente, c'est un faux négatif. Si le test est positif mais la maladie est absente, c'est un faux négatif. Et comment est-ce qu'on va apprécier la puissance diagnostique et la qualité de ce test? On va faire appel à différents indices. Alors, il n'y a pas d'indice qui est supérieur aux autres, mais chaque indice ou chaque indicateur va représenter des informations différentes et le choix de ces indicateurs ou ces indices va dépendre du but du travail attendu. Et pour mesurer la qualité diagnostique de ces tests, on va se baser sur, je dirais, la façon dont les malades et les non-malades sont correctement classés. Et donc, on va discriminer une situation de maladie et de non-maladie. Et pour ça, on va utiliser un test qui classe parfaitement les malades et qui classe parfaitement les non-malades. C'est un test qu'on va appeler un gold standard qui va donc permettre de bien classer ces malades et ces non-malades. Et puis alors, sur base de ce bon classement, on va mesurer la qualité d'un test diagnostique ou d'un test de dépistage, ses qualités intrinsèques et ses qualités extrinsèques. Ces qualités intrinsèques
sont la sensibilité, la spécificité, les rapports de vraisemblance. Ce sont des qualités exprimées par des probabilités conditionnelles, donc des conditions préalables. Et on va y revenir bien sûr sur toutes ces mesures. Et puis les qualités extrinsèques, ce sont les valeurs prédictives, c'est les qualités qui dépendent des conditions d'application du test. On va y bien sûr aussi les détailler dans le cadre de ce module. Alors lorsqu'on veut étudier la validité intrinsèque d'un test par rapport à une méthode de référence, donc un test diagnostique est toujours comparé donc à une méthode de référence qu'on appelle le gold standard. Donc on va prendre un super test, je pense par exemple un scanner, ça va bien permettre de classer les malades et les non malades. Donc on a déjà les deux colonnes de notre table de contingence. Maintenant on va appliquer un autre test pour lequel on veut mesurer la qualité. Et donc la validité intrinsèque de ce test dépend de sa capacité à fournir un résultat positif chez les malades et un résultat négatif chez les non-malades. Et donc de bien classer les malades et les non-malades, et elle sera estimée par deux paramètres que nous allons calculer maintenant. Ce sont la spécificité et la sensibilité. Alors, par rapport à ce gold standard, donc c'est le test de référence, c'est celui qui permet le diagnostic vrai. On va classer les malades et les non-malades en deux catégories, une variable dichotomique, et ça permet donc de parfaitement classer ces malades et ces personnes saines. Et donc on va alors bien sûr dans cette table où on a classé les malades et les non-malades, on va appliquer notre test et voir comment se répartissent les quatre cases de la table 2x2. Et ce qu'on peut calculer comme premier indicateur, c'est la proportion de personnes bien classées par un test. La proportion de personnes bien classées, ce sont les personnes bien classées au numérateur, ce sont les vrais positifs plus les vrais négatifs sur l'ensemble de l'échantillon. Vrai plus positif, plus faux négatif, plus faux positif, plus vrai négatif, et ça donne un pourcentage. Et bien sûr, cette proportion de résultats exacts varie entre 0 et 1, c'est un pourcentage, et bien sûr, si il est équivalent à 0,5, c'est comme si nous avions tiré au sort, c'est comme si le test n'avait rien apporté en plus. Cet indice est insuffisant car il permet de savoir le type d'erreur que l'on fait, donc lesquelles sont bien classées dans la table versus lesquelles sont mal classées. Est-ce que les faux positifs, ou est-ce que ce sont les faux positifs qui est trop grand? Donc est-ce que le diagnostic est trop souvent posé? Ou est-ce que ce sont les faux négatifs qui sont trop importants? Est-ce que le diagnostic est trop rarement posé? En tout cas, cet indicateur ne permet pas de le savoir. Il permet de savoir lesquels, en tout cas de façon générale, sont bien classés par rapport aux personnes mal classées par le test. Si je prends un exemple, je veux faire le diagnostic d'une maladie coronarienne, donc d'une insuffisance coronarienne, et je fais une radiographie par coronarographie, donc injection de produits de contraste dans les artères coronaires qui irriguent le myocarde, le muscle du corps. Et le diagnostic de la maladie coronarienne est confirmé. Donc on classe les malades, donc c'est bien le gold standard, hein, donc la coronarographie, si au moins une des trois artères coronariennes est obstruée à 90%, et on le voit sur l'image de droite, hein, une obstruction par coronarographie. Et puis alors, on veut voir les qualités de l'électrocardiogramme à l'effort. Donc on a ce super gold standard qui est la radiographie des artères coronaires, qui permet de classer les malades et les non malades. Et maintenant, par rapport à ce bon classement, on va voir les qualités du test électrocardiogramme à l'effort. Et là, alors, le diagnostic, je dirais, de la maladie coronarienne est confirmé. Donc c'est bien, le test est positif si on observe un sous-décalage de 1 mm ou plus du segment ST à l'ECG, comme on le montre sur l'image. Et puis alors, on met en relation les résultats des deux examens par rapport à la présence de la maladie, puisque la coronarographie a classé parfaitement 65 malades et 435 non malades. Le test diagnostique, l'ECG à l'effort, a classé comme positif 90 personnes et comme test négatif 410 personnes. Donc vous voyez bien qu'il y a un écart entre les 65 malades identifiés par la coronarographie et les 90 personnes identifiées par le test positif. Et donc, on peut calculer à partir de ça les deux indicateurs qui mesurent les qualités intrinsèques du test. Ce sont la sensibilité et la spécificité. La première, c'est la capacité de donner un résultat positif quand la maladie est présente.
Donc, ou bien c'est la proportion de résultats positifs parmi les malades. Donc la sensibilité, c'est la probabilité d'avoir un test positif si on est malade. La spécificité, c'est sa capacité de donner un résultat négatif quand la maladie est absente. Ou bien c'est la proportion de résultats négatifs parmi les non-malades. La spécificité, c'est bien la probabilité d'avoir un test négatif si on est non malade. On reprend notre table 2x2 et donc sur base d'un gold standard, on a classé parfaitement les malades et les non malades. On a alors appliqué un nouveau test de dépistage de diagnostic pour lequel on veut voir les qualités intrinsèques. Et donc on va mesurer sa sensibilité, c'est dans la table A sur A plus C. On va calculer, et ça, on l'exprime en pourcentage. On va exprimer sa spécificité, donc c'est D sur B plus D, ou les vrais négatifs sur les vrais négatifs plus les faux positifs. Donc la sensibilité, comme on a vu la formule, c'est la capacité d'un test à reconnaître comme malade quelqu'un qui est réellement malade. La spécificité, comme on a vu la manière de le calculer, c'est la capacité de ce test à reconnaître comme non malade quelqu'un qui est réellement non malade. Alors bien sûr, dans l'idéal, ce serait parfait d'avoir une sensibilité à 100%, donc un test qui permet de très bien détecter les malades, et une spécificité à 100%, un test qui permet à la fois de détecter très bien les non malades. Mais bien sûr, les qualités des tests ne sont jamais aussi optimales malheureusement. Et donc ce sera toujours un équilibre entre une bonne sensibilité versus une moins bonne spécificité ou l'inverse en fonction des situations d'utilisation des tests. Et donc il y aura toute cette réflexion sur à quel moment il faut plutôt utiliser des tests avec telle caractéristique versus telle autre caractéristique. Je prends l'exemple ici où on voit une population de personnes. On a les malades d'un côté en jaune, on a les personnes saines à droite, et puis on applique un test. Et chez les malades, vous voyez tous les tests positifs, il y en a 6 et 4 négatifs. Ben, donc fatalement, la sensibilité est de 60%. Chez les sains, on a 7 personnes qui sont négatives. Hein, donc ils ont un test négatif et ils sont non malades. Donc, et on a 3 personnes parmi ces personnes saines qui ont un test positif. Donc là, on voit bien que la spécificité est de 70%. Lorsque je continue mon analyse sur la coronarographie et le CG à l'effort, on a notre table 2x2 et donc on peut calculer la sensibilité. La sensibilité, c'est 42 sur 65, c'est bien de 65%. La spécificité, c'est 387 sur 435, ça fait 89%. Donc la question, ben voilà, donc on veut maintenant utiliser l'électrocardiogramme à l'effort pour diagnostiquer la maladie coronarienne parce que c'est impossible de faire une coronarographie en première ligne de soins à toute suspicion de maladie coronarienne. Donc est-ce que c'est un bon test en termes de sensibilité et de spécificité? On voit que sa sensibilité est moyenne, 65%, donc sa capacité à détecter une personne positive parmi les malades, bon, 65%, avec une marge d'erreur de 35%. Par contre, la spécificité est meilleure, c'est-à-dire que si quelqu'un est négatif au test de dépistage ou au test diagnostic, la probabilité qu'il soit un non malade est très importante, elle est quasi de 89%, donc on peut être tout à fait rassurant pour des personnes qui ont par exemple un test négatif. Pour une personne qui a un test positif, c'est plus compliqué à interpréter. Donc la sensibilité et la spécificité ne dépendent pas de la prévalence, de la fréquence de la maladie dans la population. L'augmentation de la sensibilité se fait au détriment de la spécificité et inversement. Et c'est pour ça qu'on ne trouvera jamais les tests parfaitement adéquats sur les deux indicateurs. Et ces deux indices sont parfois réunis avec ce qu'on appelle le test de Uden. Le test de Uden, c'est la sensibilité plus la spécificité moins 1 qui vaut 0 si le test n'a aucune valeur et qui vaut 1 s'il est parfait. Et on a aussi le rapport de vraisemblance, le likelihood ratio, qu'on verra un peu plus tard dans le module. C'est la sensibilité sur 1 moins la spécificité. Et alors on a cet indicateur qu'on utilise peu, mais qu'on a déjà vu antérieurement. C'est le pourcentage de personnes bien classées. Donc c'est la proportion de personnes bien classées par rapport aux personnes moins bien classées. Et puis alors, on va calculer des intervalles de confiance autour de ces indicateurs de qualité des tests. Donc l'intervalle de confiance à 95% de la sensibilité est égal à la sensibilité plus ou moins 1,96
fois la sensibilité, 1 moins la sensibilité sur n. Et l'intervalle de confiance à 95% de la spécificité, c'est la même chose, avec la spécificité, plus ou moins 1,96 fois la spécificité, 1 moins la spécificité sur petit n. Et donc, petit n, c'est bien la taille de l'échantillon, hein, donc c'est le nombre d'individus. Et donc, on peut, exemple calculer un intervalle de confiance autour d'une sensibilité de 75%. Si on a un échantillon de 100 personnes, l'intervalle de confiance, si vous le calculez, la borne inférieure est de 0,67, donc 67%. La borne supérieure est de 0,83, de 83%. Donc, si dans notre échantillon, on a calculé une sensibilité de 75%, lorsqu'on infère ça à la population mère, on peut estimer que la qualité du test en termes de sensibilité est une qualité entre 67 et 83%. Et là, on fait le même exercice pour la spécificité et on voit que cette spécificité est un peu différente dans son intervalle de confiance. Alors, la sensibilité et la spécificité est facile à calculer. Il faut bien sûr d'abord connaître l'état réel du sujet en termes de malade et de non malade et d'avoir un bon gold standard. Les tests les plus souvent réalisés sur échantillon. Donc on va calculer la qualité des tests, la mesurer sur base d'un échantillon. Et donc on doit calculer bien sûr un intervalle de confiance pour pouvoir inférer les résultats. La sensibilité et la spécificité sont exprimées en pourcentage. Ce sont donc des probabilités qui varient entre 0 et 1 ou que vous transformez en pourcentage. Si une sensibilité, une spécificité est inférieure à 0,5 ou 50%, on peut dire que le test est moins performant qu'une décision prise au hasard. Donc bien sûr, c'est un mauvais test. Et cette sensibilité et cette spécificité sont calculées pour des valeurs seuil, donc des séparateurs qui vont varier. Et cette sensibilité et spécificité va varier en fonction du seuil que vous avez défini par rapport à votre variable que je vais expliquer tout de suite. Je prends l'exemple ici de ce sous-décalage de segment ST dans l'électrocardiogramme et vous voyez que pour un sous-décalage attendu de 1 à 1,4 mm, on a une sensibilité du test de 65%, une spécificité de 89%. Mais quelle serait cette sensibilité et cette spécificité pour les autres seuils? Eh bien, il suffit de le calculer, c'est assez simple. Hein, et donc, on voit que la sensibilité augmente si, je dirais, le seuil de sous-décalage attendu est plus petit, et la spécificité augmente si le seuil de sous-décalage attendu est plus grand. Et donc, on voit vraiment cette dégression de la sensibilité si la spécificité augmente et vice-versa. Alors, c'est vrai que les tests reposent souvent sur la mesure d'une variable quantitative connue. Un taux de cholestérol, une tension artérielle, donc ce sont bien des variables quantitatives. Et ces variables doivent être transformées en variables catégorielles dichotomiques, sur base d'un point de partage. C'est quoi un taux de cholestérol qui nous définit comme malade versus non malade? C'est quoi une tension artérielle qui nous définit comme hypertendue versus tension artérielle normale? Et donc, il faut définir cette valeur pour définir c'est quoi un test positif versus c'est quoi un test négatif. Et les différents seuils vont conduire à des tests diagnostiques ou de dépistage qui ont des caractéristiques différentes, comme on l'a vu, en termes de sensibilité et de spécificité. Je prends ici l'exemple où on est dans une ancienne étude sur l'infarctus du myocarde et la recherche des enzymes CK qui montrent vraiment le niveau de souffrance du muscle myocardique. Et donc, vous voyez que à gauche, l'infarctus est présent, à droite, l'infarctus est absent, et vous voyez le taux de CK. Et donc, vous voyez que pour les infarctus absents, le taux de CK est très faible, hein, puisque 67% ont des taux quasi minimes, et puis ça augmente un tout petit peu, 20%, et puis ça diminue très fort. Par contre, pour ceux qui ont des infarctus présents, il y a très peu de personnes qui ont des taux minimes, on est à gauche de la flèche. Par contre, il y a de plus en plus de monde, jusqu'à 15%, qui ont des enzymes très élevées. Mais alors, c'est quoi le seuil pour dire qu'on a un infarctus? Est-ce que c'est 120? Est-ce que c'est 160? Est-ce que c'est 200? À vous de le définir et de voir quel est l'intérêt du seuil par rapport au classement réel des vrais positifs, des vrais négatifs et malheureusement des deux catégories de patients mal classés. Je prends ici par exemple l'exemple du seuil à 320. Et regardez par rapport au 320, avec ce seuil-là, on a 100% de personnes avec infarctus absent, donc qui ont des taux en dessous de 320 de CK, donc qui sont parfaitement classés.
On a 0% de personnes qui ont des taux supérieurs à 320 sans infarctus. Et regardez de l'autre côté, pour ceux qui sont à risque d'infarctus, on a 63% qui ont des taux inférieurs à 320 et on a seulement 37% qui ont des taux supérieurs à 320. Donc on va gagner très fort en spécificité. Par contre, la sensibilité ne sera pas très bonne à ce taux de 320. Et donc, regardez ici l'évolution de la sensibilité et la spécificité. Donc, regardez donc, en fonction des seuils. Mais donc, vous avez ici les non-malades en foncé et les malades en clair, en fonction de valeurs possibles d'une variable quantitative. Ça peut être un taux de cholestérol, ça peut être un CK, des taux de CK ou une tension artérielle. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'en fonction du seuil, on va avoir un impact sur les faux négatifs, les vrais négatifs à gauche, ou sur les faux positifs et les vrais positifs à droite. Et donc en fonction du seuil, soit vous tirez le seuil vers la droite et vous allez comme ça diminuer les faux positifs et gagner en vrai négatif, soit vous tirez le seuil vers la gauche et vous allez gagner en vrai positif et vous allez diminuer comme ça l'effet des faux négatifs. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin, surtout par rapport, je dirais, à votre seuil, à votre diagnostic ou à votre dépistage. Donc si le seuil se déplace vers la gauche, sensibilité augmente, donc les vrais positifs augmentent, mais le nombre de faux positifs augmente. Si le seuil se déplace vers la droite, la spécificité augmente, donc les vrais négatifs augmentent, mais le nombre de faux négatifs malheureusement augmente aussi. Et donc à vous de voir, en fonction de chaque pathologie, est-ce que c'est plutôt grave d'avoir des faux positifs qui augmentent ou est-ce que c'est plutôt grave d'avoir des faux négatifs qui augmentent?